Bonjour, bienvenue à vous tous. On va attendre quelques dizaines de secondes les derniers participants pour lancer ce webinaire migrer vers Bluemind depuis Exchange. Donc je vais attendre un tout petit peu. Voilà, je vois pas mal de gens se connecter. Donc je vous fais patienter quelques dizaines de secondes. Très bien. Donc bonjour à tous, bienvenue à vous. Au préalable, n'hésitez pas à laisser ouvert la fenêtre de chat sur la droite de votre écran. Des compléments vont être publiés par notre responsable marketing, Leslie. Vous pouvez aussi poser des questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire via l'onglet qui est dédié. C'est notre ingénieur Samuel qui répondra avec moi. Voilà, donc on va se lancer. Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue au webinaire Migrer vers Bluemind depuis Exchange. Donc, on va parler aujourd'hui de migration vers Bluemind. Donc Bluemind, évidemment, on le sait tous, aujourd'hui, la messagerie, c'est un outil incontournable. Tout le monde a un email, hein, c'est le seul standard universel qu'on trouve aujourd'hui pour la communication partout dans le monde. Chez Bluemind, on est connu comme la solution de messagerie collaborative souveraine. Les derniers webinaires abordaient les aspects méthodologiques et pratiques de la migration, puis nous avons abordé le cas spécifique d'une migration depuis Zimbra. On va se concentrer aujourd'hui sur le cas le plus fréquent chez Bluemind, c'est-à-dire la migration depuis Exchange. Alors d'abord une petite présentation. Moi je suis Pascal Montagne, je suis le responsable des opérateurs stratégiques chez Bluemind. On va maintenant parler de Bluemind en bref. Qu'est-ce que c'est Bluemind? Alors Bluemind, c'est avant tout le premier éditeur de messagerie en Europe, là où tous les autres éditeurs de messagerie sont aux États-Unis. Aujourd'hui, on compte plus de 500 références, des gens très variés, de la PME au ministère, de quelques dizaines de users à plusieurs dizaines de milliers. On fonctionne sur un modèle open source. Les recettes qui font le logiciel Bluemind sont connues. On travaille avec plus de 30 intégrateurs qui réalisent l'installation, l'hébergement, la migration depuis Bluemind. On a également une présence internationale, aussi bien en Europe que dans le monde francophone, beaucoup. Et évidemment, ce qui fait la maîtrise, pardon, les fondations de Bluemind, la valeur fondatrice de Bluemind, c'est la maîtrise technologique. Bluemind, c'est un des rares endroits dans le monde où on maîtrise autant de technologies et de protocoles qui permettent de construire une solution collaborative. À ce propos, on a publié cet été 2 articles sur le métier d'éditeur. Je vous invite à les lire. C'est éclairant si vous voulez savoir un peu plus comment on travaille, quel est notre métier. Donc Bluemind aujourd'hui, comme je disais, c'est beaucoup de références, de très nombreuses références dans chaque métier. Je vais citer quelques exemples, hein, mais c'est toujours des sociétés très variées, mais qui ont les mêmes problématiques. Un besoin de collaboration, de sécurité pour leurs données, des outils simples à utiliser et simples à migrer, puis une solution complète. Alors parmi les références, on trouve Airbus Défense et Espace, donc la division d'Airbus qui a le plus besoin de souveraineté, évidemment. Thales Service, La Forêt et ses 6000 collaborateurs et 400 agences, le groupe Que Choisir. Dans le secteur de la santé et de l'éducation, on va trouver l'université de Limoges, l'université de Montpellier 3. On va également trouver l'Institut Pasteur ou encore l'INSERM, bien connu ces derniers temps. Parmi les références d'administration publique, on trouve la ville de Marseille, dans les collectivités locales, ville de Nevers, le département de Tarn-et-Garonne, Clermont Métropole, etc. Mais également au service de l'État, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, le ministère de l'Intérieur et plus récemment le ministère des Affaires étrangères. Alors, avant de parler de migration Exchange vers Bluemind, on va déjà parler du contexte global du marché. En effet, il faut avoir en tête que l'outil de messagerie, c'est l'outil numéro 1 de votre entreprise. C'est là que passent toutes les informations de l'entreprise. C'est aussi le seul standard universel où tout le monde est capable de communiquer, quel que soit l'endroit du monde, quel que soit le logiciel utilisé, le logiciel de messagerie. Rappelez-vous que aujourd'hui, la messagerie, c'est la première information sur votre
carte de visite, votre adresse email, la seule chose qui est réellement universelle pour communiquer, à l'exception du téléphone. Quand on y réfléchit quelques minutes, c'est en fait le seul outil qui est utilisé par tous les utilisateurs toute la journée, quel que soit leur service. C'est aussi le seul outil indispensable dont tout le monde s'est servi pendant la crise récente en mode télétravail. Comme vous le voyez sur le graphique, il y a de multiples outils de collaboration à votre disposition, la messagerie, le téléphone, le chat, les réseaux sociaux, etc. Mais on voit que la messagerie tient le haut du pavé en termes d'utilisation. Pourquoi? Alors ça, c'est certainement dû à son caractère historisable, son aspect asynchrone et puis la multiplicité des solutions qu'offre la messagerie pour faire passer des informations, du texte, des pièces jointes, des liens, etc. Alors comme on le voit, la messagerie, c'est stratégique. C'est via la messagerie que passent les projets, les commandes, les échanges clients, les contrats, les rendez-vous, les factures, etc. C'est le hub où tout passe, où l'on conserve 90% des informations de l'entreprise. Certaines de ces informations nourrissent ensuite le logiciel métier, mais la messagerie, c'est l'endroit où on voit tout passer. Ça se doit donc d'être entièrement sous votre contrôle. En termes de fiabilité d'abord, ensuite en termes de réversibilité, parce que les données, il faut pouvoir les utiliser sur le long terme. En termes de souveraineté, il faut pouvoir contrôler la souveraineté de ces données, et puis en termes de sauvegarde, bien sûr. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent autour de la messagerie. Des enjeux de pérennité, des enjeux de fiabilité et de contrôle des données. Les données qui sont les valeurs fondamentales de votre entreprise avec le savoir-faire de vos collaborateurs. Sans le savoir-faire de vos collaborateurs, vous ne pouvez pas travailler, mais sans les données, ils ne peuvent pas travailler. Alors, on peut se poser la question, quand on voit l'aspect stratégique, pourquoi changer de messagerie? Parce que changer de messagerie, c'est forcément loin d'être anodin, mais c'est souvent très utile. Par exemple, pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière d'outils collaboratifs, de communication unifiée, la visio, le drive, etc. Pour lutter contre l'obsolescence, pour éviter les fonctionnalités qui sont plus supportées, pour améliorer les usages, par exemple, avoir un meilleur support des terminaux mobiles. Ça peut également être dicté par des changements structurels, fusion d'entreprises, regroupement de communes dans une agglomération, ce genre de cas. Bien sûr, pour éviter également le lock-in, souvent on se retrouve avec des solutions relativement anciennes et où on est enfermé par des contrats compliqués, bloqué par des tarifs qui augmentent sans qu'on puisse changer de solution. Et puis, dernier point, le plus important certainement, gagner en souveraineté. Et on va développer un petit peu ce point. Alors, pour parler de souveraineté, on a aujourd'hui le meilleur exemple qui soit, ce cher Donald Trump. Pour M. Trump, de manière générale et depuis de nombreuses années, aujourd'hui, le numérique, c'est America First. Nous, notre philosophie, c'est différent, c'est plutôt de montrer qu'il existe un vrai choix à travers des solutions et des compétences locales, des alternatives plus saines à l'oligopole que constituent aujourd'hui Microsoft et Google. Récemment, vous avez pu voir à quel point on est dépendant d'autres pays. On voit avec les problèmes d'approvisionnement depuis la Chine, ça, c'est de la dépendance technologique. Le numérique, c'est la même chose. Il ne faut pas être dépendant. Je critique pas les acteurs américains qui font des très bons produits et très bien leur travail. Le problème, il est surtout de mettre tous ses œufs dans le même panier. On le voit, hein, la messagerie, c'est un outil stratégique et on a un besoin indispensable de souveraineté. Quand je dis stratégique, le numérique aujourd'hui, c'est un outil de conquête mondiale des GAFAM. Aujourd'hui, c'est pas seulement un outil logiciel, c'est la capacité à aller conquérir des terrains numériques dans d'autres pays. Alors, sur ce terrain, justement, on trouve Microsoft Exchange, on pourrait dire l'ogre Microsoft Exchange. Et aujourd'hui, malgré le caractère stratégique de la messagerie, on laisse les Américains truster le marché. Dans ce marché où on a tant besoin de souveraineté, on a un acteur très important, dominant, hégémonique même, Microsoft. Avec Exchange, il a investi le marché de la messagerie depuis 93, ça fait plus de 25 ans. Et en 25 ans, on acquiert quelques avantages. Déjà, une énorme base d'utilisateurs qui permet de truster notamment le poste client avec Outlook. Ensuite, ça a aussi des inconvénients avec une techno qui est plus toute jeune et dont il faut gérer l'avenir. Alors aujourd'hui, avec un tel parc d'utilisateurs, Microsoft a besoin de conserver sa rente et son hégémonie et verrouiller définitivement ses clients. Il a donc décidé de migrer l'ensemble de ses utilisateurs et d'Exchange vers le cloud et c'est la démarche d'Office 365 qui, pour l'instant, propose
une même couverture fonctionnelle, mais dans un modèle SaaS. Le problème, c'est que le modèle Exchange, il peut disparaître demain. Microsoft peut très bien, dans quelques temps, ne plus vouloir que Office 365 et arrêter purement et simplement Exchange. En tout cas, la stratégie d'aujourd'hui, elle va un peu dans ce sens. Pour l'instant, de manière soft, via des prix qui sont intéressants pour Office 365 et puis des moins en moins intéressants pour Exchange, bientôt de manière un peu plus brutale. Par exemple, en ne proposant pas de nouvelle version d'Exchange. C'est une possibilité. Un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus, en tant qu'hébergeur, acheter un Exchange mutualisé où on peut héberger plusieurs clients. Voilà. Ça, c'est des vrais problèmes. Et donc, une fois le doigt dans l'engrenage Office 365, plus moyen de s'en sortir. Les évolutions fonctionnelles justifieront des augmentations de prix. Et puis, la réversibilité n'est pas du tout garantie. Et si on n'a pas anticipé cet aspect en tant qu'administrateur, on se retrouve contraint de migrer dans Office 365 dans un cloud où l'on ne maîtrise plus 3 aspects essentiels pour son entreprise. D'abord, la souveraineté des données, les tarifs non maîtrisés, puis la réversibilité. En clair, on laisse toutes les données stratégiques de son entreprise à la merci d'un abonnement dont on ne maîtrise pas l'augmentation de coût. Pour rappel, c'est 10% l'année dernière. Tout ça pour des données qui sont plus souveraines, parce que plus soumises au droit européen. Alors, je fais un petit point là-dessus. En effet, Microsoft est soumis au Cloud Act, ce qui rend vos données consultables par toute institution américaine, même si c'est hébergé sur le territoire français. Il suffit simplement que le logiciel soit américain. Tout ça sans compter des problématiques juridiques majeures. Un dernier exemple en date, très récent, il date du 16 juillet, pardon. Le Privacy Shield. L'Union européenne a rejeté le Privacy Shield le 16 juillet dernier. Pour faire simple, la loi américaine et le RGPD sont pas compatibles. Et la Cour de justice européenne interdit purement et simplement le transfert et le stockage de données personnelles de l'Europe vers les États-Unis. Donc c'est même si on peut le faire techniquement aujourd'hui, on n'en a plus le droit. C'est la Cour de justice européenne qui le dit. Tout ça parce que les États-Unis sont tout simplement plus considérés comme un pays sûr sur le plan des données personnelles. Les emails rentrent évidemment dans ce cadre. Au final, on se retrouve avec un énorme manque de visibilité vis-à-vis de Microsoft, aussi bien sur les tarifs que sur les aspects juridiques et donc sur la pérennité, le droit de vos données. Alors, il y a la question de la sécurité de votre entreprise, la souveraineté de vos données, mais c'est pas la seule. Si on prend un peu de recul, on peut voir sur la carte suivante que Exchange n'est pas le seul problème. En effet, sur le marché de l'email, comme vous voyez, il y a très peu d'acteurs. On a donc un oligopole, ce qui pose les mêmes problèmes majeurs. Pas vraiment le choix, pas de maîtrise des coûts, pas d'acteurs locaux dans la plupart des pays, puisque on voit Microsoft, Google, Exchange sont tous aux États-Unis. Donc globalement, on est sur 2 continents et 2 logiques différentes. Comme côté américain, Microsoft, Zimbra et Google sont tous aux États-Unis, ont des stratégies qui reposent notamment sur les questions boursières et qui peuvent être changeantes. Donc, de l'autre côté de l'Atlantique, Bluemine, situé en France, avec un modèle très différent reposant sur la stabilité et la pérennité. On le voit dans un monde où on a peu de choix, il y a nécessité de bénéficier de solutions sécurisées et souveraines. Donc, si on veut préserver la sécurité de son entreprise, la sécurité au sens large, c'est simple. La messagerie, c'est comme l'électricité, comme l'eau, les masques chirurgicaux, on se doit d'avoir des fournisseurs indépendants. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment on répond à ces enjeux de souveraineté. Alors, souveraineté, c'est quoi? Avant tout, c'est la capacité d'avoir le choix de la solution et de son destin. Et dans ce cadre, on ne peut imaginer avoir le choix que si on ne produit rien sur son sol. C'est comme dans l'alimentaire. Si on ne cultive pas, on ne peut pas récolter, on est donc dépendant des autres. Donc, il est important d'héberger en France, mais c'est pas seulement ça, c'est créer aussi toute une chaîne de production, d'exploitation, de maintenance en France. C'est décider de choisir des solutions qui protègent votre business à long terme. Donc, pour créer cette chaîne, ces produits et les exploiter de la première ligne de code à l'utilisateur final, il faut 2 éléments indispensables. Petit 1, la volonté politique. Et visiblement, elle est enfin là au niveau gouvernemental avec des initiatives de création de cloud souverain
supporté par Bruno Le Maire, et des discours où la souveraineté est un terme de plus en plus récurrent à l'Élysée. Deux, et le plus indispensable, des compétences locales qui sont essentielles pour délivrer toute la chaîne dont je parlais. Donc la souveraineté, c'est la capacité à avoir le choix de la solution et pas qu'elle vous soit imposée. Et nous, Bluemind, on vous offre ce choix en étant un éditeur indépendant français qui a construit qui a construit autour de lui toute une chaîne de valeur complète qui permet d'avoir le choix de la souveraineté avec une approche open source en plus. Donc chez Bluemind, on a justement pensé dès le début comment construire cette chaîne de production souveraine. Alors face au monstre qu'est Microsoft, nous sommes des petits Français qui avons des idées aujourd'hui. D'abord sur la pérennité, on trouve la plupart des associés de Bluemind qui sont des développeurs. Et Bluemind, aujourd'hui, c'est pas seulement leur employeur à nos développeurs, c'est aussi leur propriété, leur bébé. C'est ça, ça apporte de la stabilité au management et puis un modèle économique stable et une équipe de développement stable. Une vision aussi, on porte une politique forte qui est de préserver la souveraineté numérique avec une approche très ouverte où on n'impose pas tel ou tel client, telle ou telle pratique et on vous permet d'avoir une stratégie claire et stable. Et ça nous permet d'avoir une stratégie claire et stable. Pardon. Ensuite, un positionnement clair, éditeur pur. On est spécialiste d'un métier, on développe une solution, on ne fait que ça et on le fait bien. Et on crée autour un écosystème pour que nos partenaires créent de la valeur ajoutée autour de Bluemind. Et puis évidemment, une implication forte dans l'écosystème, au sens technique comme politique, à travers les associations. Par exemple, le président de Bluemind, Pierre Baudraco, est président de la Fédération des professionnels de l'open source. Résultat, on a une cohérence, on voit sur le long terme, on a une pérennité accrue et c'est la même stratégie depuis le début et c'est ça qui est important. Ce qui nous permet aussi de nous différencier sur beaucoup de points et notamment sur le produit. Les points différenciants de Bluemind en tant que produit, on le voit à l'usage, à l'inverse de Microsoft, on offre la possibilité à chacun d'utiliser le client de messagerie de son choix. D'abord Outlook, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en mode natif sans connecteur, et ça c'est exceptionnel, ça nous a pris près de 20 années de recherche et développement. Cette approche, elle utilise directement le protocole MAPI d'Exchange et aboutit au fait qu'on est les seuls à proposer un niveau de compatibilité avec Exchange qui soit aussi fort. Ensuite, il y a le client Thunderbird. Donc Bluemind transforme Thunderbird en vrai client mail et collaboratif avec un agenda de niveau professionnel. Et il y a également le webmail Bluemind, qui est l'outil proposé par défaut. Enfin, les terminaux mobiles de tout type, de tout système. En synthèse, on peut dire que Bluemind, avec Bluemind, vous avez le choix du client et avec tout ça, un support avancé aussi bien sur le mail que le collaboratif, tout fonctionnant ensemble. Vous pouvez avoir par exemple des différentes populations sur différents clients, des techniciens qui préfèrent Thunderbird, les commerciaux sur Outlook et d'autres qui sont créés sur le webmail par exemple. Alors je ne vais pas en parler plus, on a fait plein de webinaires spécifiques sur le sujet. Je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube sur le sujet. Alors, on va parler de migration. Donc, dans la migration, il y a toute une démarche à effectuer pour choisir une solution et réaliser une migration. On va se concentrer aujourd'hui sur le cas d'Exchange, mais tout le processus a été abordé dans plusieurs webinaires précédemment. Donc, si vous souhaitez l'information sur ces points, je vous invite une nouvelle fois à regarder notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de cas étudiés. Donc, parlons de migration maintenant. Alors, côté migration, donc on a un côté stratégique. Le changement de messagerie aujourd'hui et la migration, ce ne sont pas des opérations qui doivent être prises à la légère parce que c'est critique, ça touche tous les utilisateurs, c'est relativement sensible en fait. Donc déjà, on a plusieurs étapes de migration. S'intégrer au système d'information. Ensuite, reprendre toutes les données des utilisateurs. Reprendre également le contexte et les paramètres de tous les utilisateurs, la configuration, ce qui fait qu'il va pouvoir reprendre facilement l'utilisation de sa messagerie. Gérer également tous les mécanismes de cohabitation des différents serveurs pendant la migration. Et bien construire l'accompagnement, évidemment, pour que la migration se fasse sans effort pour les utilisateurs. Au final, c'est éviter que la migration soit un irritant pour les utilisateurs. Donc, en première étape, l'intégration au système d'information. Alors, s'intégrer au système d'information, ça veut dire d'abord s'intégrer à l'annuaire d'entreprise pour ne plus avoir à gérer la création, gestion, suppression d'utilisateurs, etc.
puis un Active Directory, par exemple, mais aussi un OpenLDAP. On va pouvoir déduire la création, gestion, suppression des utilisateurs, des groupes, etc. On va également profiter du système d'authentification, voire de SSO, par exemple, Kerberos, qu'on retrouve dans Windows. L'utilisateur n'aura donc pas à changer son mot de passe pour se connecter à la messagerie, pourra même bénéficier du SSO, lui permettant de taper une seule fois son mot de passe et d'être automatiquement authentifié sur toutes les applications. Alors, quand on déploie plusieurs milliers de collaborateurs sur plusieurs centaines de sites, comme ça nous est arrivé chez certains clients, ça fait économiser beaucoup de questions de support, beaucoup de problématiques à la migration. Ensuite, l'auto-discover. On peut gérer la découverte automatique des environnements utilisateurs pour que les clients de messagerie soient configurés automatiquement. Par exemple, l'utilisateur, en entrant une première fois son adresse email dans Outlook, Outlook va aller récupérer les bons paramètres, les implémenter dans sa configuration et récupérer automatiquement les données. Voilà, donc l'utilisateur, il a juste à connaître son adresse email. Bon, plus généralement, on pourra s'intégrer aussi au logiciel existant grâce à notre approche 100% API. Et ensuite, on migre les données à proprement parler. Reprendre les données, vraiment toutes les données, les mails, les agendas, les contacts, les tâches, etc. Avec toute l'organisation qui va avec, les listes de diffusion, les groupes, les redirections, etc. Tout l'environnement qui fait que les utilisateurs vont retrouver leurs habitudes instantanément dès le lendemain de la migration. Donc, on va reprendre les mails. Ça veut dire aussi l'organisation des dossiers, les statuts lus, non lus, les différentes identités, les messageries d'absence, etc. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, d'avoir une reprise des mails qui soit partielle, qui ne prennent pas en compte le contexte. Les agendas aussi, avec les rendez-vous, les invitations, les agendas de ressources, etc. Les contacts avec les multiples carnets d'adresses. Alors évidemment, il faut étudier au préalable les contraintes, notamment le volume de données à migrer, le type de données, les critères de migration, etc., pour être sûr de migrer les données de façon pertinente. Voilà, donc en général, on fait une migration avec une population pilote, l'équipe projet, puis la DSI, et puis service par service ou toute l'entreprise, ce qui vous permet d'avoir une migration testée et qui se passe à chaque fois de façon validée. Alors évidemment, on pense aux données des serveurs, mais aussi il faut penser aux clients Outlook, et ça, je vais y revenir rapidement. Alors pour réaliser toute cette migration, on a conçu un outil de reprise. Et comme vous en doutez, migrer, c'est un processus assez élaboré. Il y a beaucoup d'aspects, des données, le contexte, les identités, les paramètres, les interfaces, les options, etc. Tout ça à reprendre. Et pour le client, ça doit paraître très simple. On a donc construit un outil de reprise que nous avons nous-mêmes développé, bien sûr, qui est très pointu et qui permet de transformer une opération assez élaborée en processus très automatisé et très simple. Alors, quelques précisions pour les spécialistes. C'est un outil simple à installer, déployer, entièrement graphique, qui va prendre toutes les étapes de migration en charge et va vous informer de l'avancée de la migration. Alors, avant la migration effective, il y a beaucoup de possibilités. D'abord, lancer un dry run qui permet de simuler la migration pour anticiper s'il n'y a pas d'erreur. Disposer des logs complets pour analyser les données qui poseraient de problème. Et puis, quand on se lance dans une migration, vous savez, ça peut être relativement long. Donc, on va d'abord faire une migration de l'ensemble des données de façon silencieuse, si j'ose dire, c'est-à-dire sans prévenir l'utilisateur, pendant, par exemple, plusieurs jours. Et juste avant la migration officielle des utilisateurs, on va lancer une migration incrémentale qui va juste rapidement prendre le différentiel des données entre la première migration full et puis la migration effective du point de vue des utilisateurs. Donc, ça permet de migrer de façon sûre, puisqu'on a pu faire des tests avant, de façon simple, puisque c'est automatisé, de façon rapide, puisqu'on peut anticiper beaucoup d'opérations, notamment l'importation, la migration de l'essentiel des données pour migrer les dernières données au dernier moment. Évidemment, on a développé ce genre d'outils pour Zimbra, pour Lotus Domino, etc. Et là aussi, je vous renvoie vers les différents webinars que l'on a fait à ce sujet. Alors, il y a encore un cas dont nous n'avons pas parlé, c'est le post client Outlook. Alors, le post client Outlook, outre les données du serveur,
il y a souvent des données sur le poste client. Certains utilisateurs sauvegardent des parties de leur messagerie dans des fichiers PST. C'est une sorte de personal store. Quelquefois, ils ont été obligés de le faire parce qu'il n'y avait pas assez de stockage sur le serveur Exchange. Donc, ça peut être important de récupérer ces données, mais pas toujours. Il faut en mesurer la pertinence, bien évidemment. Alors, l'outil de migration qu'on a développé, il permet de migrer également ces données PST, c'est-à-dire des données qui sont uniquement sur le client Outlook, pas sur Exchange. Et c'est voilà. Là aussi, on va reprendre tous les contacts, les rendez-vous, les emails, etc. Et là aussi, on peut faire de la reprise incrémentale. Donc, toujours pareil, attention à la pertinence. C'est quelquefois pas pertinent de récupérer 100% des données. Alors, comme en général, la migration, c'est pas du one shot, mais c'est plutôt un processus progressif pour différentes raisons. Le volume à récupérer, la gestion du risque par rapport à la migration, le déploiement progressif, par exemple, de service en service, ou encore l'accompagnement des utilisateurs. On a une phase de transition qui doit être mise en place. Et donc, cette phase de transition, elle consiste à faire vivre deux systèmes l'un à côté de l'autre. Donc, on va pouvoir gérer facilement cette transition. D'abord, alors, soit de façon temporaire, soit de façon définitive. Par exemple, au niveau des populations, on va pouvoir différencier les populations qu'on va gérer différemment. Dans un cabinet du ministère, exemple vécu, on a le cabinet du ministre qui va vouloir rester sur Exchange et les autres agents qui vont migrer sur Bluemind. Là, on va mettre en place des mécanismes qui permettent de gérer de façon définitive ces échanges, cette cohabitation. Chez d'autres clients, on va avoir des utilisateurs qui vont migrer petit à petit, donc des groupes d'utilisateurs ou des différentes catégories d'utilisateurs qui vont migrer en fonction. Et là, donc, la cohabitation va être temporaire. On va ensuite décommissionner le serveur Exchange. Alors, pendant toute cette migration, évidemment, les utilisateurs, il ne faut pas qu'ils soient impactés. Et donc, on va aussi gérer la configuration automatique, l'auto-discover dont je parlais tout à l'heure, de Outlook entre Exchange et Bluemind. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites votre migration, que vous réalisez la migration des données, l'utilisateur, son Outlook va être le matin sur Exchange et puis le lendemain sur Bluemind, et ça de façon automatisée. Lorsqu'il y a cohabitation, il y a également des échanges d'emails, des invitations de rendez-vous, etc. Et évidemment, il y a quelques contraintes. Donc tout ça est parfaitement compatible, fonctionne parfaitement. Évidemment, il y a quelques contraintes. Par exemple, le partage de calendrier et de boîte de messagerie pendant la migration qui n'est pas possible entre un Exchange et un Bluemind. Donc ça, il faut le prendre en compte. Tout ça, donc, c'est grâce au mécanisme de split domain que l'on met en place. Et le mécanisme de split domain qui permet tout ça, c'est un mécanisme qui permet la cohabitation élaborée de deux systèmes. Vous le voyez sur le schéma, il y a beaucoup de chemins qui sont possibles pour migrer et échanger des données entre le serveur Exchange et le serveur Bluemind. Évidemment, nous, Bluemind et nos partenaires, on maîtrise tout ça parfaitement avec les outils de migration. Et donc, ça permet une migration sans le moindre heure et une acceptation rapide de la nouvelle solution. Alors, le split domain, c'est pas obligatoire. Il y a des cas où on n'en a pas forcément besoin, mais c'est une solution souvent utilisée. Alors, pour finir, il y a la question de l'accompagnement, puisque bien sûr, le projet de messagerie, ça touche tous les utilisateurs. Et souvent, il y a une résistance au changement. Et dans une migration, il n'y a évidemment pas que des sujets techniques, mais aussi des sujets humains. Donc, la gestion du changement, peu importe les outils, est importante pour que les utilisateurs ne rejettent pas les nouveaux outils. Donc, c'est pour ça qu'on leur propose d'utiliser Outlook pour ceux qui l'utilisaient déjà. Donc, en mode Exchange, vous le voyez sur le tableau, on peut utiliser Outlook avec POP, IMAP, SMTP, mais ça ne concerne que la messagerie. On peut l'utiliser avec ActiveSync, mais il n'y a pas de partage et c'est relativement lent. Il y a un protocole EWS qui est spécifique à Mac, et donc nous, on a implémenté le protocole MAPI Exchange, le dernier du tableau, qui permet le niveau de compatibilité maximal. Voilà. Donc, lors de cette phase d'accompagnement, on peut mettre à disposition Outlook qui était déjà utilisé par les utilisateurs, les end-users, mais on peut proposer aussi le client riche en mode web, Thunderbird ou encore les terminaux mobiles
ou un mélange de tout ça. Voilà. Donc pour ça, évidemment, on a tout un processus de formation adéquate que délivrent nos partenaires et puis toute une série de supports de formation, quel que soit le client de messagerie de l'utilisateur final. Donc, pour rappel, hein, le cas Outlook, évidemment, ça sera une solution très simple si vous avez déjà Exchange pour vos utilisateurs, puisqu'ils bénéficieront d'une totale compatibilité, sans plugin de synchronisation et nativement compatible. Attention, toutefois, sous Mac, hein, la question de la compatibilité. Donc, voilà. Alors, en conclusion, vous l'avez vu pendant ce webinaire, hein, BlueMind apporte un produit, un écosystème technique et partenarial, mais également toute la chaîne de production nécessaire pour être souverain, pour être indépendant. Le tout avec des facilités de migration pour les administrateurs, notamment depuis Exchange, mais aussi depuis Zimbra, depuis Lotus Domino, etc. Et aussi de multiples possibilités pour les utilisateurs qui ont le choix d'utiliser le client qu'ils souhaitent, qui vous permettent de faire cohabiter plusieurs clients éventuellement. C'est ici que vous avez le choix. Être dépendant d'acteurs aux États-Unis ou être indépendant avec BlueMind. De la même façon hein, que ça vient à l'idée de personne d'acheter son énergie électrique à l'étranger, on doit garder ce type de ressources souveraines. Pensez par exemple au GPS, à leurs équivalents russes et chinois. La messagerie, c'est pareil. Ça doit obligatoirement être souverain parce que c'est l'avenir de son entreprise, l'avenir de ses données qu'on joue. Maintenant, les GAFAM, aujourd'hui, c'est plus une fatalité. Il existe de vraies alternatives dans la messagerie, mais dans d'autres secteurs aussi, pour un numérique qui soit plus sain, qui respecte plus les utilisateurs et qui vous rende pas dépendant des prestataires et des hébergements américains. Avant, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas bénéficier d'une solution souveraine qui respecte l'utilisateur. Maintenant, c'est plus le cas, on n'a plus d'excuses, on a le choix de solutions qui protègent notre business. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite maintenant à poser des questions. N'oubliez pas de vous abonner également à nos réseaux sociaux, newsletters, également à venir à nos événements dès que ce sera possible avec le contexte sanitaire actuel. Et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous contacter pour qu'on réalise des démos BlueMind. Il y a aussi beaucoup de conférences techniques qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci à tous. Maintenant, on va répondre aux questions et n'hésitez pas voilà, à poser toutes vos questions. Je pense qu'il y en a déjà un certain nombre. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance hein, sur le planning, donc on va avoir un long moment pour les questions. Bien. Alors, je vais répondre aux questions dans un ordre antéchronologique. Donc, il y a une question, quel est l'ordre de grandeur en temps d'un projet de migration? Analyse, préparation, déploiement, accompagnement, etc. Alors, si on parle de la pure opération technique, ça peut être relativement rapide. Il s'agit essentiellement d'organiser correctement les tâches, de prendre le temps d'analyser correctement la situation, de préparer, de tester et ensuite de réaliser la migration, le déploiement, l'accompagnement. Donc, ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est plus l'analyse et l'accompagnement des utilisateurs que, à proprement parler, la migration technique. Donc ça, alors, c'est difficile en fonction de la quantité d'utilisateurs, mais on va dire que pour une PME de quelques dizaines à 200-300 utilisateurs, un mois de projet va suffire. Après, ça dépend de la complexité. Donc voilà, c'est vraiment un ordre de grandeur général. Tout dépend de la complexité des attentes spécifiques du projet. Ensuite, une seconde question. BlueMind a-t-il son propre hébergement pour déployer BlueMind ou faut-il forcément passer par un partenaire? Il faut forcément passer par un partenaire. Pour une raison simple. Nous, notre métier, c'est de développer, de créer un logiciel de messagerie. C'est pas du tout de l'opérer au jour le jour. L'opérer au jour le jour, ça réclame des compétences spécifiques et donc on a des partenaires qui sont très qualifiés, qui vont avoir des gens qui réalisent l'hébergement, qui surveillent cet hébergement, qui font la maintenance, qui répondent au contrat au SLA qu'exige un système hébergé. Donc il faut forcément passer par un partenaire, effectivement.
Alors, je vais partager les questions dont on a déjà certaines réponses. Avez-vous un retour d'expérience avec la migration d'Exchange mutualisé? Donc, c'est le même sujet que tout à l'heure. Comment fonctionne la migration des PST, outils installés sur les postes clients? Notre outil de reprise de données a la possibilité de reprendre les données depuis un PST. Donc, en fait, on va installer ça sur un poste. Soit on l'installe sur un poste client, soit on l'installe sur un serveur et on va chercher les fichiers PST et il va injecter directement dans le serveur. De quelle façon sont gérées les boîtes partagées, les groupes lors de la migration? Alors, pour la question des boîtes partagées, aujourd'hui, c'est pas un élément qui est pardon, donc je recommence. Les boîtes partagées Exchange aujourd'hui, elles sont reprises en boîtes partagées Bluemine. Ensuite, donc en fait, elles sont disponibles dans les dossiers publics d'Outlook. Donc en fait, tous les partages que vous trouvez aujourd'hui, elles seront disponibles dans Outlook via Bluemine. Alors, quel est le ratio de volumétrie entre les boîtes Exchange et les boîtes Bluemine? La volumétrie doit être proche, parce qu'on reprend les mêmes données de mail, hein, donc c'est assez similaire. Existe-t-il une solution haute disponibilité avec Bluemine, version open source ou version payante? Alors, pour rappel, il n'existe pas de différence fondamentale entre la version open source et la version payante de Bluemine, puisque vous souscrivez à Bluemine et Bluemine reste open source. Ensuite, pour répondre à la question de la haute disponibilité, ben, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut se gérer de façon très différente. Tout dépend des attentes du client, des attentes de SLA, et puis de la complexité du projet, mais également de la volumétrie d'utilisateurs. Donc, ça peut être géré au niveau de la virtualisation, ça peut être géré au niveau du split de certains services, par exemple les proxys d'accès à Bluemine. Voilà. Donc, il y a beaucoup de solutions. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Alors, je vois une question qui a été posée qui est également, n'y a-t-il pas un risque que Microsoft fasse évoluer son protocole MAPI et que notre solution ne fonctionne plus avec Outlook? Alors, peut-être à 10 ans, c'est possible, mais on aura le temps de proposer un équivalent avec un nouveau protocole. Mais c'est pas du tout remis en cause aujourd'hui MAPI pour la bonne et simple raison qu'il y a un parc énorme d'Outlook. Et donc, le protocole répondant aujourd'hui à beaucoup de problématiques actuelles, c'est-à-dire la gestion de la collaboration, la gestion des partages, etc. Bah, il n'y a pas nécessité à le changer. En tout cas, c'est pas dans les projets de Microsoft à notre connaissance. Alors, nouvelle question. Nous cherchons un partenaire de proximité, un hébergement de données sur le territoire monégasque. Alors là, je vous invite à vous rapprocher de notre responsable partenaire. On va vous donner son email dans les questions-réponses. Qu'en est-il des délégations de contrôle au niveau de la boîte fonctionnelle? Alors là, je pense que je vais laisser Samuel répondre à la question. Elle est un petit peu pointue pour moi. Une nouvelle question. Peut-on être un partenaire d'installation et de migration sans être partenaire d'hébergement? Bien sûr. On a des partenaires qui font uniquement d'hébergement, d'autres partenaires qui font uniquement de l'installation on-premise. On a des partenaires qui font les deux. Alors, bien évidemment, l'hébergement, le modèle SaaS est de plus en plus utilisé, donc ça peut être une voie à étudier. Quelle est la solution privilégiée pour l'hébergement?
Alors, je ne sais pas répondre à votre question, je la comprends pas. Je vais quand même essayer de formuler quelque chose. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est Bluemind. Vous devez, pour utiliser Bluemind dans un mode SaaS, avoir un partenaire de confiance, donc des gens qui vont être partenaires chez Bluemind officiellement, qui vont bénéficier d'infrastructures d'hébergement solides, donc qui soient redondées, avec des collaborateurs qui réalisent la surveillance de l'hébergement, donc le monitoring, et puis des compétences de migration. Donc ça, on a beaucoup de partenaires qui savent faire ça. Alors, il y a peut-être d'autres questions. Je suis à l'écoute. Toutes les versions d'Exchange sont-elles faciles à migrer de Bluemind? Alors évidemment, si vous parlez d'Exchange version 5, par exemple, qui est une version qui doit avoir au moins 10 ans, ça va être un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, ça fait de nombreuses années qu'on supporte la migration depuis Exchange. Donc on supporte beaucoup, beaucoup de versions. Là, je pense qu'on vous communiquera par texte les versions disponibles depuis lesquelles on peut migrer. Y a-t-il une fonctionnalité de messagerie vocale avec Bluemind? Alors non, néanmoins, ça s'interface facilement avec un certain nombre d'outils de VoIP. Je pense à Xivo par exemple, où quand vous utilisez la TOIP Xivo, vous bénéficiez du click-to-call depuis Bluemind, vous bénéficiez de la délivrance des messages vocaux dans votre messagerie, etc. J'espère que ça répond à votre question. Y a-t-il un support de Jitsi? Oui, il y a un support de Jitsi. On a plusieurs partenaires qui ont intégré Jitsi à Bluemind. Voilà, donc on sait l'intégrer sans problème. On l'utilise nous-mêmes en interne. Peut-on utiliser un webmail alternatif connecté à Bluemind? Non. Enfin, techniquement, on pourrait toujours, effectivement, mais ça, c'est relativement compliqué. Bluemind s'entend comme un intégré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un webmail qui va délivrer le mail, l'agenda, l'annuaire, les tâches, etc. Et donc tout va être très intégré. Donc vous allez pouvoir depuis la messagerie partager vos données, euh, utiliser l'agenda et envoyer un mail à travers l'agenda via une invitation. Tout ça réclame pas mal d'intégration. S'il y a un webmail dans Bluemind, c'est qu'il est très intégré aux pratiques de Bluemind. Donc, il n'y a pas nécessité d'un webmail alternatif. Vous perdriez euh, des, euh, des fonctionnalités. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ah si, j'ai une autre question.
Peut-on intégrer au PABX OmniPCX et Rainbow Alcatel Lucent? Alors, je ne peux pas vous répondre de façon strictement définitive aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Bluemine, comme je disais tout à l'heure, c'est 100% API. Et donc, dans Bluemine, on trouve dans les appels de l'API un certain nombre d'appels qui concernent la TOIP. Donc, on peut facilement intégrer la plupart des outils de TOIP, de VOIP à Bluemine. Y a-t-il une personnalisation possible sur le webmail? Bien sûr, c'est possible. Comptez-vous développer un client lourd comme Outlook pour se passer de Microsoft? Non, aujourd'hui, c'est pas du tout dans comment dire, les perspectives. Nous, notre démarche, c'est de rendre compatible avec le plus de clients possible. Donc, aujourd'hui, Outlook, hein, c'est quand même une part significative des utilisateurs. Donc, on rend compatible Bluemine avec Outlook, encore une fois, hein, sans connecteur. On propose notre propre webmail qui a fonctionnellement les mêmes avantages qu'Outlook, qui est aussi avancé. Et donc, ça ne nécessite pas de développer un client lourd qui, de toute façon, à long terme, on trouve l'essentiel des applications en client léger. Donc, c'est pas vraiment la démarche aujourd'hui des développements qui sont faits, quels que soient les outils de messagerie d'ailleurs. Quelle est la part de nouveaux clients en Bluemine versus les migrations et reprises? Aujourd'hui, par définition, 90% des utilisateurs des nouveaux clients, sont des clients qui avaient déjà une messagerie. À part quelques PME qui sont en création, vraiment l'immense majorité de nos clients ont déjà une messagerie et migrent depuis Exchange, depuis Lotus, depuis Zimbra, depuis d'autres, vers Bluemine. Alors, nouvelle question. Comme vous êtes compatible ActiveSync, nous sommes bien d'accord que toutes les plateformes mobiles sont compatibles nativement avec les applications intégrées. C'est exactement ça. Que vous utilisiez un iPhone, un Android, un BlackBerry nouvelle génération, mais aussi les Windows. Donc tous fonctionnent avec ActiveSync et tous donc fonctionnent avec les applications intégrées par défaut. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. J'ai pas de nouvelles questions pour l'instant, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions.
Quels sont les points critiques qu'il faut surveiller lors de la migration? Alors, essentiellement, c'est des points organisationnels, c'est-à-dire que l'aspect technique est très maîtrisé, notre outil est très automatisé, donc il va s'agir plus de bien organiser la migration pour que les utilisateurs soient pas perturbés ou le moins possible, de bien phaser la formation. Voilà. Mais les points critiques à surveiller sont essentiellement humains, hein. Voilà. Alors évidemment, hein, si on veut parler uniquement de technique, il y a beaucoup de points à voir. On a fait un webinaire complet que vous pourrez retrouver dans le lien qui vient de vous être posté. Existe-t-il un outil de centralisation des signatures qui peut utiliser des propriétés LDAP ou AD? Oui, c'est une des fonctionnalités avancées de Bluemine. On a un outil de gestion des signatures qui peut aller puiser des informations dans le LDAP ou l'Active Directory et créer des signatures à partir de modèles. Euh, Utiliser différentes signatures en fonction du service où vous êtes, en fonction du comportement que vous avez, c'est-à-dire vous n'envoyez que des emails en interne, ça va poster une certaine signature, vous envoyez à l'extérieur, ça en poste une autre. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est un des modules très puissants de Bluemine. Donc je réponds à une question tout à l'heure pour un problème de son chez notre utilisateur. Je disais donc que c'est possible de se connecter avec des outils PABX, Omni, PCX et Rainbow Alcatel. Il y a l'API de Bluemine qui est prévue pour, donc c'est pas compatible par défaut, mais il y a une API qui permet de s'y brancher. Donc avec un peu d'intégration, ça se fait sans problème. Et évidemment, il y a des outils comme Xivo qui ont déjà tout intégré. Je ne vois plus de questions pour l'instant. On va laisser encore ouvert quelques minutes si vous avez une dernière question à poser. Et puis, à défaut, on va clore ce webinaire. Bien, j'ai plus d'autres questions. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Le webinaire va être disponible en replay dans quelques jours, hein. N'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne YouTube et puis à vous rendre sur notre site internet ou nos réseaux sociaux pour nous contacter, pour en savoir plus sur certains points de Bluemine, pour obtenir des démonstrations, pour nous parler de votre projet de messagerie. Voilà, je vous remercie de votre présence et à très bientôt pour un prochain webinaire.